Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mayra Afifi, je suis en terminale ES2. Aujourd'hui je suis là pour vous parler de mon expérience. En effet, cet été, l'été 2018, je suis partie en France, à Lille, pour suivre un stage à l'école supérieure de journalisme de Lille, comme vous pouvez voir sur le sigle juste ici. J'ai toujours été intéressée par le journalisme, notamment à partir de la troisième. Et c'est pourquoi en fait, voilà, je vais bientôt partir de ce lycée. Et donc je me suis dit que voilà, fallait vraiment que j'essaye d'être certaine de mon projet de vie. Et l'école supérieure de journalisme, justement, c'est une école très très réputée de journalisme. C'est pourquoi j'ai décidé de faire un stage là-bas. Et je vous en parle aujourd'hui parce que je pense que ça peut aider les personnes qui veulent savoir ce qu'ils veulent faire plus tard. C'est un exemple parmi tant d'autres, évidemment. Et si jamais vous êtes également intéressé, eh bien, je vous invite à continuer la vidéo. Alors, en fait, c'était un stage qui était proposé sur 3 semaines. Évidemment, on n'allait pas faire les 3 semaines, en fait, c'est différents groupes chaque semaine. Moi, j'ai été du 23 au 27, il me semble. Et alors, comment est-ce que c'était organisé en soi? Donc, il y avait dans l'école ce qu'on appelait les internes et les externes, et puis une autre catégorie. En gros, c'est ou bien vous rentrez à la maison seul, ou bien vous rentrez dans un espèce de camp, ou bien on vous attendait qu'on vienne vous prendre, donc c'était super bien cadré. Les repas, évidemment, ils étaient proposés, les repas de midi, ils étaient proposés là-bas, c'était d'ailleurs super bon. Alors par rapport à ce qui est intéressant vraiment, ce qu'on proposait là-bas, en fait il y avait un certain nombre de journalistes professionnels qui ont travaillé pour l'Humanité, pour Le Monde, pour La Croix, et puis des pigistes aussi. Les pigistes, c'est un journaliste qui travaille pour plusieurs journaux différents. Donc il y avait vraiment des journalistes professionnels qui prenaient différents groupes. Alors les groupes, c'était en fait sur le site, on vous proposait différents groupes, donc journalisme, magazine féminin, magazine sportif, ou bien journalisme vidéo. Moi j'ai pris journalisme vidéo. Pour mon cas j'ai eu de la chance puisqu'on était à peine autour de 7 élèves, donc vraiment on a pu poser les questions qu'on souhaitait à notre journaliste, notre animateur. Donc on a pu poser les questions qu'on souhaitait, en fait on a mieux compris en soi tout ce qui tourne autour du journalisme. Et donc à la fin de cette semaine, après une réunion, donc on vous donnait des diplômes de fin de stage dans un sens. Et ces diplômes, évidemment, c'est très très important par la suite pour pouvoir l'utiliser dans un parcours universitaire. Alors, durant cette semaine, on nous avait dit qu'il y avait 2 grands projets. Tout d'abord, il y avait... on devait faire un passage à la télé et en radio, et également préparer en fait une espèce de projet final, une œuvre finale. De toute manière, je vous parlerai de ces 2 projets par la suite. Il a fallu donc pour bien pouvoir rentrer en fait dans toute la notion, pour parler à la télé et parler à la radio, etc. Il a fallu qu'on soit à jour sur l'actualité de la semaine en question. On a également repris certains articles, on les a réécrits. Notre animateur, notre journaliste nous les corrigeait. Et puis, voilà, donc après l'écriture de cet article, on les présentait par la suite à la télé et à la radio. En plus, donc, dans une espèce de journal radio, on a également fait un débat. Alors, c'était pas un débat qui portait tant sur une actualité ou sur un débat politique, mais c'était plus, voilà, bon enfant, c'était vraiment super sympathique. Et en plus de ça, pour continuer à amener voilà, une espèce de sentiment de camp de vacances, en plus de ça, des animations étaient préparées pour, voilà, afin que tous les stagiaires puissent en même temps se connaître les uns les autres dans les différents groupes, et puis créer vraiment des liens d'amitié, et puis vraiment avoir l'impression qu'on ne travaille pas seulement dans ce stage-là, mais qu'on apprend, et on apprend en s'amusant. Alors c'était vraiment très très surprenant au début, ça nous a fait peur, même si j'ai pris au fil du temps l'habitude de parler devant une caméra,
Là, c'était vraiment, enfin, il y avait des spots lumineux de partout, il y avait des caméras à gauche, à droite, 2 devant toi, 2 derrière toi. C'était plein de caméras, donc tu ne savais pas où donner du regard, enfin, où regarder. Les spots lumineux, même chose. Au moment où en fait, on doit présenter, par exemple, on avait une tablette juste en dessous, donc là où la caméra ne voit pas, mais que nous, on peut regarder notre texte en dessous, c'était super intéressant. Enfin, en plus, on avait une oreillette, si on était présentateur, je l'ai été, comme vous le verrez dans les images qui suivront, ou qui ont déjà été. De toute manière, donc, j'avais une oreillette, comme ça, le producteur, en fait, de ce journal, il pouvait me dire fais ci, dis ça, etc. Donc c'était... Enfin, en même temps, c'était surprenant, mais c'était une expérience mais tellement grande et... Enfin, franchement, c'était super. En plus de ça, c'était déroutant dans un sens parce que surtout en radio, quand on a fait le passage en radio, eh bien, on entendait sa voix, donc dans nos casques, on entendait notre voix en même temps qu'on parlait. Donc c'était super déroutant puisque, enfin, évidemment, entendre sa propre voix au moment où on parle, c'est super bizarre. Mais franchement, on s'habitue vraiment et ça nous a permis de travailler sur nous-mêmes en fait. Donc c'était super, super cool. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Nous sommes aujourd'hui le lundi 23 juillet, il est 18h, voici les titres de ce journal. Vous en saurez plus sur l'affaire Benalla, qui est toujours au cœur des discussions en ce moment, grâce à notre journaliste politique, Asma Boulouise. Laurie Tourelle va nous parler de cette 22e conférence sur le sida qui a commencé aujourd'hui à Amsterdam, aux Pays-Bas. Les tensions grandissantes entre le président des États-Unis Donald Trump et son homologue iranien Hassan Rouhani nous seront expliquées par Hugo Brands. Notre envoyée spéciale, Capucine Orley, est en ce moment à Stockholm, en Suède. Elle va nous dire plus exactement ce qui se passe sur les lieux des incendies. Nous terminerons ce journal avec Romain Averland, qui va nous parler de la vague de chaleur qui a touché toute la France. Pour commencer ce journal, Asma va nous expliquer la suite de l'affaire Alexandre Benalla. Le collaborateur de Macron a été mis en examen dimanche pour des violences pendant les manifestations du 1er mai. Ce lundi 23 juillet, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a été convoqué par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Bonjour Asma. Comment le ministre de l'Intérieur s'est-il défendu ? En effet, Gérard Collomb a été entendu pendant 2h30 à l'Assemblée nationale. Il a surtout reporté la faute à l'Élysée et à la préfecture de police de Paris. Le ministre de l'Intérieur a raconté qu'il avait pris connaissance des violences le lendemain des manifestations, c'est-à-dire le 2 mai. Selon lui, c'était à l'Élysée de prendre des mesures nécessaires suite à ces violences et que ce n'était pas à lui de saisir la justice, fait qu'il lui avait été de nombreuses fois reproché. Gérard Collomb a affirmé qu'il ne connaissait pas personnellement Alexandre Benalla et qu'il ne connaissait pas exactement sa fonction au sein de l'Élysée. Il a en tout cas rejeté toute faute de sa part dans cette affaire. Michel Depuech, le préfet de police de Paris, a aussi auditionné pour la commission d'enquête parlementaire cet après-midi. Que retient-on de cette audition ? Michel Delpech gérait les opérations policières pendant les manifestations du 1er mai. Il s'est défendu en indiquant qu'il ne savait pas comment Alexandre Benalla s'était procuré les brassards et la radio de police qu'il possédait lors des manifestations et qu'il ignorait également sa présence le 1er mai. Concernant le port d'armes de Benalla, il affirme et assume que cela répondait à un besoin dans le cadre de ses fonctions. Sous le feu des critiques, Emmanuel Macron a annulé son déplacement mercredi au Tour de France. Merci Asma. Merci beaucoup Laurie. La situation ne s'améliore pas entre les... Alors, l'expérience du passage en plateau télé et en radio, ça m'a appris sur le ton que je dois employer, par rapport aux mots, en fait, il ne faut pas aller trop vite pour que l'interlocuteur comprenne ce qu'on dit. Faut que dans un sens on soit calme, donc pour bien que nos paroles soient audibles, mais dans un autre sens, et ça on m'a vraiment conseillé dessus, surtout en radio, j'ai une personnalité plutôt calme, et là on m'a dit justement en radio, il faut vraiment que tu aies de l'énergie parce qu'il n'y a pas d'image,
Donc c'est vraiment ton ton, ta parole qui va justement faire que on veuille écouter ce que tu dis. Et ça, par exemple, on m'en avait jamais vraiment parlé parce que j'ai toujours fait plutôt de la vidéo. Et même si on m'a dit que oui, en télé tu serais meilleure, mais en radio, voilà, on m'a dit qu'il vaut mieux que tu mettes le ton, que tu paraisses super enjouée, etc. Et même, à un moment donné, même de surjouer peut-être, parce qu'au fond, même si toi tu sais que tu surjoues, eh bien les autres ne le savent pas. Et donc du coup, ça m'a vraiment appris sur le plan technique, comment est-ce qu'il fallait s'y prendre pour vraiment donner envie aux téléspectateurs de regarder et de t'écouter. Il est 18 h. Bienvenue sur le journal de Laurie Touraine. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour ce journal. À la une ce lundi 23 juillet, l'affaire Benalla et ses rebondissements avec les auditions de Gérard Collomb et Michel Delpech. Nous continuerons ensuite avec la conférence mondiale sur le sida qui se déroule cette semaine à Amsterdam. Les échanges virulents entre Trump et le président iranien Hassan Rouhani seront également évoqués. Toujours à l'international, les causes des fusillades ayant eu lieu au Mali et à Toronto le dimanche 22 juillet seront expliquées. Nous terminerons par une présentation du film événement Mamma Mia en salle ce mercredi. Ce lundi a démarré la 22e conférence mondiale sur le sida à Amsterdam. Maïra, qu'attend-on de cette conférence ? Alors, il y a 3 grands enjeux assez préoccupants de cette conférence. Tout d'abord, la trop lente progression des traitements de la maladie, puisqu'en effet la maladie est mieux traitée mais continue à faire des ravages. Aussi, une prévention n'ayant pas atteint les populations clés telles que les migrants, les usagers de drogue ou encore les homosexuels. Mais surtout, une solution à la grosse inquiétude liée au financement. En effet, depuis que l'instance de lutte contre le sida de l'ONU a annoncé qu'il manque 7 milliards de dollars par an et que le président des États-Unis Donald Trump prévoit des coupes budgétaires, la tension est à son comble. On craint alors un rebond de l'épidémie. Dans ce cas, il y aurait trop peu de moyens pour subvenir aux besoins. Malgré ces inquiétudes, peut-on quand même dire qu'il y a eu des progrès dans la lutte contre cette maladie ? Oui, bien sûr, rappelons-le. La première de ces conférences a eu lieu en 1985, seulement 2 ans après l'isolement du virus. Depuis, il y a certes eu plus de 35 millions de morts et 75 millions de contaminations, mais également des énormes progrès en ce qui concerne les tests et les traitements. Le nombre de morts par an est passé sous le million à partir de 2016. Cependant, aujourd'hui, seules 3 personnes vivant avec le VIH sur 5 ont accès à un traitement. Donc, si les 15 000 experts et militants qui sont sur place, tels que le prince Harry ou le chanteur Elton John, arrivent à trouver une solution quant au financement, beaucoup ont espoir de faire de belles avancées. Merci Maïra. Alors, ce projet final, faut savoir que la semaine de stage, c'était sur 5 jours. Donc le premier jour, c'était une introduction, le deuxième jour, c'était le passage télé-radio, et puis en fait, après, il nous restait 3 jours, et c'est vraiment là où on a commencé à parler de ce projet final. En fait, ce projet final, c'était une vidéo qu'on faisait en binôme, qui devait durer 2 ou 3 minutes. Alors évidemment, moi, étant donné que je faisais partie du groupe journalisme radio, on allait faire une vidéo, mais sinon, ceux qui faisaient partie des autres groupes, c'était magazine, donc écriture dans un magazine, etc. Alors donc là, il fallait préparer, dans mon cas, une vidéo de 2 ou 3 minutes sur un sujet au choix. Alors ça pouvait être un sujet totalement anodin, totalement original, mais on pouvait aussi parler de quelque chose de beaucoup plus sérieux. C'était vraiment au choix. Alors dans mon cas, moi avec une amie, notre titre c'est top 5 des clichés sur les langues étrangères. Vous aurez évidemment également des extraits de cette vidéo-là. Puis après, j'ai des collègues qui ont travaillé sur la victoire de la France à la Coupe du Monde. Et d'autres qui ont travaillé sur les spécialités ch'tis, parce qu'on était à Lille. Donc, enfin voilà, ça a vraiment été au choix et vraiment selon ce qu'on avait envie. Moi, étant donné que... Enfin, mon ami et moi, étant donné qu'on était étrangères, eh bien, on s'est dit, des clichés sur les langues étrangères, c'est le mieux à faire. Donc ça nous a pris en soi 3 jours de tournage et de montage. Et évidemment, on pouvait aussi également avoir, on avait libre cours à notre imagination si on voulait faire du face caméra, si on voulait faire du tournage, si on voulait mettre en scène des personnages. C'était au choix, quoi.
va pas se mentir, on a tous des clichés sur les langues étrangères. Cette situation ne peut plus durer. Aujourd'hui, avec Maïra, on est là pour établir la vérité. Les enfants apprennent plus facilement une langue étrangère que les adultes. When we're kids. Les plus jeunes. Pour moi, à partir de 40 ans, c'est un peu difficile. Je pense que l'adulte, il apprendra toujours plus rapidement qu'un enfant. C'est quand même l'enfant pour moi. Non, mais genre, le gars qui a entre 30 et 40 ans, il sera plus concentré, plus ouvert à apprendre. Je disais, à tout âge, on peut apprendre une langue, je pense. Je pense que quand même l'enfant l'apprendra plus facilement. Maïra, éclaire-nous. Eh ben écoute, la réponse est oui et non. Certes, les enfants ont des facilités, mais les adultes peuvent aussi apprendre facilement une langue étrangère car ils ont quelque chose que les enfants n'ont pas, la maturité et l'expérience. En plus, les adultes savent quel support d'apprentissage utiliser. Le simple fait de dire que les enfants apprennent plus facilement va décourager les plus âgés. C'est prouvé scientifiquement. Donc vous, chers adultes, qui vous nous regardez derrière cet écran, courez vers Babel ou Duolingo et apprenez. L'anglais, c'est vraiment la langue la plus parlée. Ça, du coup, je pense que pas forcément tout le monde la parle couramment, mais tout le monde l'a déjà appris. Ouais. Asma, qu'est-ce que t'en dis? Bah, l'anglais n'est pas la langue la plus parlée dans le monde, mais la plus utilisée. Le chinois mandarin est la langue la plus parlée avec 1,2 milliard de personnes vivant en Chine. L'espagnol arrive en deuxième position avec 477 millions de personnes. L'anglais arrive en troisième position avec 360 millions de personnes qui sont des locuteurs natifs. Mais 1 milliard de personnes parlent anglais en deuxième langue. And that's why we are here. Et en bonus, parce que je vous aime bien, la quatrième est l'hindi et la cinquième l'arabe. Mais les enfants, apprenez quand même l'anglais, ça reste super important. Je pense que le russe, ça doit être assez compliqué. L'allemand. Le chinois, les coréens. Enfin, le chinois cantonais, je pense. Il y a des langues plus difficiles à apprendre que d'autres. La réponse est non. Objectivement, il n'y a pas de langue plus difficile ou facile que d'autres. Ça dépend de sa langue maternelle. Ces langues nous paraissent, dans leur forme, tellement éloignées de ce que nous connaissons que d'emblée, nous les estimons difficiles. Par exemple, nous Français, on aura plutôt du mal à apprendre la langue arabe car c'est un alphabet complètement différent du nôtre. Tandis qu'un persan aura plus de facilité car l'alphabet est plutôt similaire. Alors le déroulement de cette vidéo, en fait ça m'a paru long. Ça m'a paru vraiment long, mais en fait quand j'y pense c'était rapide. Alors au début évidemment il fallait penser aux idées. Donc on a fait l'écriture de la vidéo, qu'est-ce qu'on voulait mettre en scène, etc. On a fait le script, donc évidemment on n'est pas venu en train de parler comme ça naturellement. Enfin, on a dit ça, faut que je dise ça là pour ensuite mettre cette photo là et ensuite mettre cette image là, etc. On a fait le lendemain 3 heures, je pense, peut-être un peu plus, de micro-trottoir. Alors un micro-trottoir, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, tu vas dans la rue et tu demandes aux gens de répondre à quelques questions. Donc évidemment on avait aussi écrit ces quelques questions là. Le matériel nous était donné par l'école, donc on avait une caméra, on avait un trépied, on avait un micro. C'était super bien organisé et franchement on a presque eu aucun problème. Juste après c'est les aléas du métier, il y a eu 2 interviews qui le son n'a pas été bien enregistré, mais ça arrive. Et puis ça aurait pas été aussi amusant sans vraiment avoir de vrais problèmes de journaliste, n'est-ce pas? Après, donc, le lendemain, après le micro-trottoir, on a dû tourner les scènes où nous-mêmes on était en train de parler, donc en expliquant tel ou tel sujet, etc. Et en fait, la suite du lendemain et le lendemain, donc le dernier jour en fait, on a dû faire en tout autour de 5 ou 6 heures de montage. Donc en fait là c'était, on va dire, la partie qui moi, j'avouerais qui m'intéressait le moins. Parce que moi ce qui m'intéressait plus c'était vraiment être face caméra et parler. Et puis finalement je me suis découverte une passion au montage que je ne connaissais pas. Et mais c'est à ça justement que ça servait ce stage là, à me faire découvrir de nouvelles choses et tout. Et franchement le montage ça m'a vraiment intéressée et ça m'a appris aussi beaucoup de choses par rapport à les émissions télé, les publicités et tout. On voit un peu dans un sens l'envers du décor. Et ça aussi,
c'était super intéressant au final. Donc c'est comme ça qu'on a créé cette vidéo. C'est mort. J'ai jamais voulu faire de latin vu que c'était une langue morte. Bah, je pense que c'est une langue morte. Le latin, une langue morte? Maëra, qu'en est-il? C'est faux, le latin n'est pas une langue morte. Aujourd'hui, le latin est resté une des langues officielles du Vatican et la langue officielle de l'Église catholique. En plus, tous les noms scientifiques des animaux proviennent du latin, donc on ne peut pas dire que c'est une langue morte. Jusqu'il n'y a pas longtemps, au XVIIIe siècle, le latin était utilisé internationalement dans toutes les rencontres. Si on veut vraiment parler d'une langue qui a disparu, on parlera plutôt de celle de... Alors oui, évidemment, ça m'a vraiment plu. Je dirais que la partie qui m'a vraiment le plus plu et que je me rappellerai toujours, c'est micro-trottoir. Parce que ça m'a surprise au début. Quand on m'a parlé de ça, je me suis dit mais attends, mais je peux pas aller dans la rue et en fait déranger les gens et leur demander de répondre à des questions. Je ne savais pas comment est-ce qu'ils allaient réagir, etc. Et puis finalement, je me suis surprise à vraiment aimer ça. Au début, c'est vrai que j'étais dans la gêne, mais bon, c'est normal. Et après bon, voilà, c'était pour la plupart des Français. Mais après, ce qui a encore plus été plus intéressant que ça, c'est que oui, certes, j'ai parlé avec des Français, mais en plus de ça, je pense qu'on était dans une place où il y avait quand même beaucoup d'étrangers, plus c'était l'été, donc touristes, etc. Donc j'ai pu rencontrer des Anglais, donc faire des interviews en anglais, en allemand également. Et sachant que une des notions importantes de notre vidéo, c'était les clichés sur la langue allemande, et c'était super qu'on puisse rencontrer une Allemande parlant allemand et interviewer en allemand. Donc c'était franchement super intéressant et ça m'a beaucoup appris et j'étais très enthousiaste à ce moment-là, donc pendant le micro-trottoir. Je me suis vraiment sentie à l'aise finalement. Et puis évidemment sur la phase de montage qui me faisait certes au début peur, et bien ça m'a fait ouvrir plus d'horizons, on va dire, et en fait j'ai pu connaître, comme j'avais dit, l'envers du décor tout simplement. Il y a la partie je filme et puis la partie je monte, je garde seulement ce qui est vraiment important. Voilà. The German language, well, I think it's a hard language to learn. Je pense que c'est une langue bizarre quand même. Hein. Quand on entend de l'allemand, moi déjà je reconnais pas si c'est de l'allemand ou du russe ou du serbe. Je vois pas la différence. Il y a beaucoup de préjugés autour de ça, mais moi je trouve que c'est sympa. Je trouve que c'est un peu agressif comme langue quand même, à l'oreille. Alors dans cette expérience, j'en suis très heureuse. Je suis très reconnaissante à mes parents d'y avoir pensé évidemment, mais aussi à l'université d'avoir accepté que je puisse venir faire un stage là-bas. J'ai pu rencontrer de nouvelles personnes. Voilà, de nouvelles personnes qui peut-être je rencontrerai plus tard dans le monde du journalisme, mais aussi étant donné que je viens d'Égypte, donc peut-être que voilà, j'ai des connaissances maintenant, j'ai un réseau social, un capital social à l'extérieur. J'ai pu découvrir évidemment mieux le monde du journalisme et ça m'a vraiment réconfortée sur le fait que je veux vraiment en fait me diriger vers cette voie. Et puis dans un sens quand même, faut se rendre compte que du coup je suis allée tous les jours à pied à l'université. En fait ça a un espèce de goût d'indépendance qu'on n'a pas maintenant. Et en fait ça m'a plu. En fait c'était sympa. Et non, franchement, du coup ça me permet d'avoir une approche plus sereine du futur par rapport aux universités. Et donc voilà, je suis très reconnaissante d'avoir pu faire ce stage-là. Et voilà, donc le site de l'ESJ, vous pouvez le retrouver sur internet, et puis le lien sera écrit juste en bas. Je remercie encore l'école de journalisme de m'avoir accepté et de m'avoir vraiment fait vivre une semaine aussi spéciale. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un prochain JT. Au revoir. L'allemand est une langue agressive, moche, qui vaut pas la peine d'être apprise.
L'allemand souffre d'une image assez médiocre, à cause de nombreux préjugés, mais elle vaut la peine d'être apprise. Dans les faits, l'allemand n'est pas une langue particulièrement difficile. Sa prononciation est extrêmement simple, car phonétiquement, il suffit de lire le mot pour savoir comment il se prononce. Tout le contraire de l'anglais et surtout du français. La grammaire est d'une grande logique et présente très peu d'exceptions. L'allemand présente également l'avantage d'être une langue germanique. Après le russe, vous remarquerez que l'allemand est la langue la plus parlée en Europe. Si vous parlez déjà l'anglais, vous remarquerez qu'une grande partie du lexique est similaire. Par exemple, jardin en anglais se dit garden, en allemand Garten. Feu, fire, Feuer. Boire, drink, trinken. Aider, help, helfen. Apporter, bring, bringen. Stop, c'est bon, arrête, j'ai compris. Quant à la laideur de la langue, on en a entendu des vertes et des pas mûres. De toute façon, il n'y a que des consonnes, écrites tout le temps, et c'est une langue agressive. Surprise. Surprise. Sorpresa. Sorpresa. Überraschung. Non mais vas-y, bouge de là. On ne trouve pas que l'allemand est une jolie langue parce qu'on accentue beaucoup son alphabet. Also ich freue mich erstmal über das, was wir während der Präsidentschaft erreicht haben. Si on s'amusait à accentuer autant le français, on dirait que c'est une langue désagréable à entendre. Vous pensez bien que non. L'allemand n'a pas non plus une bonne image à cause de son passé lié à Hitler. Bon, vous dormirez moins bête ce soir.